Donc je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Parce que tout homme, quelle que soit sa culture, sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, est issu d'un homme et d'une femme. Un nouvel gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie, c'est ce que vous avez écrit hier sur le réseau X. Réactionnaire, vous visez quoi ou qui ? Mais je vise tout simplement ce gouvernement qui est le plus à droite de la 5e. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Les gens qui viennent, et notamment l'émigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Mais quand Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dit vraiment « ce gouvernement n'a aucun avenir », ça s'appelle comment ? Ça s'appelle mettre le gouvernement sous pression, ça signifie menacer d'une motion de censure. Si vous ajoutez vos voix à celle de la gauche, le gouvernement tombe. Bien sûr, mais ça on l'a toujours dit. Effectivement, c'est nous qui déciderons si oui ou non ce gouvernement a un avenir. Nous avons donc appris le week-end dernier les noms des 39 ministres et sous-ministres du gouvernement illégitime, dont le Premier ministre illégitime Michel Barnier avait promis, après avoir été nommé à Matignon par Emmanuel Macron, qu'il serait, je cite, équilibré, représentatif et pluriel. Donc je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. On retiendra au passage, et parce que ça en dit quand même assez long sur une conception très particulière de la chose publique, que la liste de ces ministres et sous-ministres a été présentée par le plus proche collaborateur du chef de l'État français, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui est toujours sous le coup d'une mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Mais on retiendra surtout que la promesse faite par le Premier ministre de constituer un gouvernement diversifié était mensongère et que Michel Barnier, en proférant cet énorme bobard, s'est inscrit dès son installation à Matignon dans la parfaite continuité des 7 années durant lesquelles le macronisme a installé le mensonge au plus haut sommet de l'État. Dans la réalité, en effet, ce gouvernement, dont la nomination intervient 2 mois et demi après la victoire de la gauche aux élections législatives, est, comme l'a très justement relevé le socialiste Olivier Faure, le plus à droite de la Ve République, ce qui n'est pas peu dire, et il compte des ministres dont nous verrons tout à l'heure que rien ne distingue leur discours de ceux de l'extrême droite. Un nouvel gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie, c'est ce que vous avez écrit hier sur le réseau X. Réactionnaire, vous visez quoi ou qui ? Mais je vise tout simplement ce gouvernement qui est le plus à droite de la 5e. Même le journal Le Monde, que personne ne peut soupçonner d'être exagérément irrévérencieux à l'égard du pouvoir, s'est ému de ce tour de passe-passe dans une chronique publiée le 23 septembre sous ce titre absolument délicieux, ouvrez les guillemets, Emmanuel Macron a coupé le fil entre le vote des Français et la réponse qui leur est aujourd'hui apportée. C'est dit avec beaucoup de délicatesse, mais il y a une autre manière de le formuler, moins élégante mais plus explicite. 2 mois après des élections législatives où les Français ont majoritairement voté pour la gauche afin d'empêcher une victoire de l'extrême droite, Emmanuel Macron, après s'être assuré que cette même extrême droite l'aiderait à perpétrer ce coup de force antidémocratique en autorisant cette nomination, a nommé un Premier ministre de droite qui a donc ensuite constitué le gouvernement le plus réactionnaire de l'histoire de la Ve République. Le moment le plus important de cette courte séquence est bien sûr celui où le chef de l'État a dû demander au Rassemblement national la permission d'installer Michel Barnier à Matignon. Le parti d'extrême droite, qui avait auparavant prévenu qu'il censurerait n'importe quel gouvernement de gauche, a très gentiment accordé cette autorisation, en promettant cette fois-ci de ne pas censurer a priori un gouvernement Barnier. Mais il s'est empressé de rappeler par la voix de son député Jean-Philippe Tanguy, qui a notamment prévenu que son groupe parlementaire voterait une motion de censure en cas d'augmentation des impôts, que c'était bien le Rassemblement national qui, je cite, déciderait si le gouvernement Barnier aurait un avenir ou pas. Mais quand Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dit vraiment « ce gouvernement n'a aucun avenir », ça s'appelle comment ? Ça s'appelle mettre le gouvernement sous pression, ça signifie menacer d'une motion de censure. Si vous ajoutez vos voix à celle de la gauche, le gouvernement tombe.
Oh, bien sûr, mais ça on l'a toujours dit. Effectivement, c'est nous qui déciderons si oui ou non ce gouvernement a un avenir. Ce constat est parfaitement exact et nous rappelle très utilement que Michel Barnier n'est pas seulement redevable à la formation de Marine Le Pen, de sa nomination au poste de Premier ministre, mais que sa survie à Matignon dépend également de ce parti. Par conséquent, Barnier sait que s'il veut durer un peu, il doit absolument donner des gages à l'extrême droite. Et c'est ce qu'il a commencé à faire sans perdre une minute, en déclarant sur France 2, dimanche dernier: On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Puis en ajoutant qu'il n'avait pas de tabou et qu'il était par conséquent prêt à se pencher sur la suppression de l'aide médicale d'État, qui est une aide réservée aux étrangers en situation dite irrégulière. Un exemple, supprimer l'aide médicale d'État, c'était une question qui était en débat. C'est un tabou, c'est un totem ? Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou ni de totem, comme vous dites. Il y a simplement le souci de traiter cette question avec fermeté et avec humanité. Ces propos étaient, une fois de plus, inexacts et mensongers. Comme l'a récemment rappelé François Héran, professeur au Collège de France, dans une remarquable tribune publiée le 14 septembre dernier par Le Monde, la réalité du fait migratoire, lorsqu'on veut bien la regarder pour ce qu'elle est, n'a strictement rien d'insupportable, et la France n'est absolument pas la passoire que décrit l'extrême droite, derrière laquelle court Michel Barnier. Par ailleurs, et contrairement là encore à ce qu'il a suggéré sur France 2, le nouveau Premier ministre a évidemment des tabous. Par exemple, il ne va certainement pas rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, dont la suppression par Emmanuel Macron profite exclusivement aux riches et qui a coûté plus de 4 milliards d'euros à l'État pour la seule année 2022, selon une étude réalisée par France Stratégie, un organisme dépendant de Matignon qui n'est pas exactement un repère de gauchistes. En vérité, ce n'est que lorsqu'il s'agit d'envisager la suppression d'une aide réservée aux étrangers qui ne coûte, elle, qu'1 milliard d'euros par an, c'est-à-dire 4 fois moins que la suppression de l'ISF, que Michel Barnier se dit prêt à briser un tabou pour mieux complaire au Rassemblement national qui réclame ce qu'il appelle délicatement une réforme de cette aide depuis plusieurs années. La nomination au ministère de l'Intérieur du catholique vendéen Bruno Retailleau, que la presse et les médias dominants, décidément très doués pour les euphémismes, présentent fort gentiment comme un conservateur ordinaire, est un autre gage donné à l'extrême droite, dont il partage beaucoup des convictions et des phobies. Cet intéressant personnage est ainsi un farouche adversaire du mariage pour tous et promettait en 2012 de défendre, je cite, « sa conception de la famille et de la nécessité pour un enfant d'être élevé par un père et une mère ». Depuis si longtemps, nous vivons dans un monde qui le restera d'ailleurs, marqué par une différence irréductible, par cette complémentarité de la figure masculine et féminine. Parce que tout homme, quelle que soit sa culture, sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, est issu d'un homme et d'une femme. 11 ans plus tard, en 2021, il a très logiquement voté contre la loi visant à interdire les thérapies de conversion et semble donc considérer que les personnes LGBT sont des malades qu'il conviendrait de guérir par la force. D'autres sujets inspirent ce grand humaniste, comme lorsqu'il déclarait en 1997 « Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. » Avant d'ajouter, comme s'il récitait par cœur un tract de ce qui s'appelait encore le Front National, cette longue tirade qui vaut d'être citée entièrement. Les gens qui viennent, et notamment l'émigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. En 2018, le même Retailleau déclare dans le plus grand des calmes sur France Inter « Est-ce que vous diriez, comme Laurent Wauquiez, que l'immigration de masse est une menace culturelle pour la civilisation européenne ? Moi, je pense qu'à un niveau, à une proportion, cela devient effectivement une menace. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de problèmes, je parlais tout à l'heure de l'assimilation et des valeurs. Ce mot assimilation, plus personne ne l'emploie. Moi, je pense que je l'emploie parce qu'il s'agit d'assimiler des valeurs. Une partie, malgré tout, de l'immigration refuse en réalité d'entrer dans le récit national. En novembre 2022, il affirme, toujours aussi tranquillement, « Il y a un lien désormais, il est statistiquement établi entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité. » Et l'année d'après, il délivre, après ce qu'il est convenu d'appeler les émeutes de 2023, consécutives à la mort de Naël Merzouk, tué à bout portant par un policier, ce point de vue contrasté sur les jeunes habitants des quartiers.
Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français de papier. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Ces différentes proférations, dont la répétition témoigne d'une féroce obstination dans l'infamie, ont inspiré au député insoumis Manuel Bompard ce commentaire quelque peu lapidaire, mais tout à fait éclairant. Le nouveau ministre de l'Intérieur a, je cite, fait preuve de racisme. L'intéressé a d'ailleurs réagi à ce rappel en déclarant qu'il n'avait, je cite toujours, pas de leçon à recevoir de monsieur Bompard et en ajoutant que les insoumis faisaient selon lui de l'antiracisme un nouveau racisme. Cette dernière déclaration ouvre d'intéressantes possibilités car bien sûr, si c'est l'antiracisme qui est condamnable, comme le soutient ici le nouveau ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, il devient, par la grâce de cette petite manipulation lexicale, beaucoup plus facile d'être ouvertement raciste. Pour finir, on ne sait bien sûr pas combien de temps va durer le gouvernement illégitime de Michel Barnier, contre qui la gauche a promis de déposer une motion de censure, et dont la survie dépend donc du soutien que le Rassemblement national voudra bien continuer à lui apporter, en remerciement des gages de bonne volonté qui lui sont si généreusement distribués. Mais en nommant au ministère de l'Intérieur un personnage comme Bruno Retailleau, dont ils savent bien sûr qu'il partage les obsessions de l'extrême droite, puisque c'est pour cette raison même qu'il a été mis là, le chef de l'État français et son nouveau Premier ministre travaillent activement à l'installation et à la banalisation des idées du Rassemblement national depuis le plus haut sommet de l'État. Pour le dire autrement, à moins de 3 ans grand maximum des prochaines élections présidentielles, Macron, une fois de plus, facilite la marche de l'extrême droite vers l'Élysée. Comme il l'a toujours fait, mais avec tout de même ce petit raffinement supplémentaire qu'il sera cette fois-ci extraordinairement difficile d'appeler les électeurs à faire barrage au Rassemblement national, puisque le même Macron, en volant le résultat des dernières élections législatives et en adoubant des ministres d'extrême droite, vient également de démontrer qu'une victoire électorale ne suffisait plus à lui barrer le chemin du pouvoir. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Monsieur Armand, est-ce que vous êtes sur la tutelle de Marine Le Pen désormais? Que vous a dit le Premier ministre hier exactement? Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national est dans l'arc républicain? Monsieur Armand, est-ce que vous tournerez désormais cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler dans une matinale de radio? Est-ce que vous considérez avoir fait une erreur ou pas du tout? Est-ce que Marine Le Pen contrôle Michel Barnier?